Donc, alors, bon, vraiment, je vais être très bref, parce que là, on va bientôt être enfermé à l'intérieur. Donc, je rappellerai d'abord, pour le contenu de ce qui a été vu depuis le début du colloque, qu'une condition vraiment importante pour la possibilité de construire le projet eurologique, c'était la possibilité de construire une histoire propre de la logique, c'est-à-dire distincte de la philosophie, d'un point de vue de l'histoire de l'enseignement, et pas limitée à l'histoire des universités et à celle de l'enseignement supérieur. Après les diverses contributions que nous avons entendues, je crois que ce n'est plus à démontrer. Nous avons également vu pendant ce colloque combien l'invitation initiale de John Maranbone en termes d'histoire sociale de la logique a été féconde et combien, si j'ose dire, il a su faire des petits. On pourrait tenter de développer en s'inspirant d'un autre intérêt manifesté par John Maranbone et dont il a parlé tout à l'heure pour les rapports entre les différentes traditions logiques aristotéliciennes, notamment arabes et latines. On pourrait donc développer cette idée lancée par John et mise en œuvre par lui aujourd'hui, ce que je propose d'appeler une histoire sociale comparée de la logique, avec l'idée que les connotations embarrassantes que la notion de philosophie comparée ou d'histoire comparée peuvent être facilement écartées, on va dire, par le fait que la comparaison n'est pas doctrinale, mais sociale, et que les traditions envisagées sont toutes héritières à part égale de la référence à Aristote, sans qu'une civilisation ne soit particulièrement la détentrice de cet héritage. Alors, j'avais évoqué dans mon introduction comme tel commun possible d'une étude comparée des traditions logiques aristotéliciennes. Donc, je répète un peu peut-être parce que tout le monde n'était pas là, juste quelques mots. Bien sûr, le fait majeur, c'est l'usage scolaire de la logique aristotélicienne très répandu et souvent distinct de la question de la philosophie. On peut penser à la question de l'institutionnalisation de l'enseignement de la logique, à la relation particulière entre grammaire et logique à un niveau basique d'instruction, mais aussi sur un plan plus théorique, donc que vient évidemment d'illustrer Irène, et les pratiques, certaines pratiques intellectuelles générales, telles la substitution des manuels et les commentaires de commentaires, et puis le découpage de corpus au format comparable, tel cet organon court qui vaut dans les périodes hautes pour le domaine syriaque, arabe, byzantin et latin, dont il faut évidemment comprendre, et c'est exactement la question que posait John, pourquoi est-ce que c'était suffisant, puisqu'il était suffisant, ce n'était pas un format qui attendait d'être complété. Et puis l'existence d'une logique juridique, par exemple, qu'on retrouve dans différents domaines, ou d'une logique théologique, l'inventivité de la logique en dehors des écoles philosophiques, et enfin, j'avais mentionné ce couplage très particulier qu'on retrouve entre une logique neutralisée, idéologiquement, on va dire, et un enseignement théologique et religieux, et qui là différencie vraiment la philosophie de la logique. Alors, à l'écoute des différentes contributions d'hier et d'aujourd'hui, on peut ajouter beaucoup de choses, de nombreux éléments à ce que j'ai donc proposé d'appeler une histoire sociale comparée de la logique. Alors d'abord, toute la question des politiques de la logique, y compris politiques missionnaires, impériales et coloniales. Ensuite, le thème de la logique comme science étrangère. Alors ça, je crois que c'est un thème très important, ou au contraire comme native ou naturalisée dans une culture donnée. Par exemple, on pourrait reprendre tout le thème qu'on trouve dans le domaine latin du Christ dialecticien, par exemple. C'est vraiment intéressant dans cette perspective. Les rapports entre la logique et les langues, et pas seulement la logique et la grammaire, dont vient de parler Irène. La question du rôle de la logique dans la conversion religieuse, la conversion des cœurs par la prédication, la conversion des infidèles et des indigènes dans les espaces missionnaires et coloniaux, l'existence d'une logique élémentaire pour les enfants dans les domaines byzantins, latins et arabes, et le fait qu'on conteste, par exemple, comme l'a montré Charles Manekin, la pertinence de cette idée, alors que dans certains domaines, c'est tout le contraire. On dit qu'il faut commencer le plus tôt possible, et même quitte à apprendre le Tractatus par cœur, même sans rien comprendre. Et donc, on considère que la logique, c'est vraiment une occupation juvénile, alors que vous avez montré des textes qui, au contraire, considéraient que c'était une occupation de grandes personnes.
La logique comme propédeutique et son caractère obligatoire ou incontournable. Bon. L'impact social de la logique, donc sa diffusion dans les élites. Et à cela, on pourra rajouter ce que j'avais déjà mentionné dans mon introduction et ce qu'a rappelé Irène, c'est-à-dire l'usage de la logique dans la littérature, parce que l'histoire littéraire a légèrement contribué à l'histoire de la logique sans que ce soit reconnu évidemment par les historiens de la logique. Et là, le fait qu'elle diffuse dans les textes littéraires, c'est vraiment un point très, très important en faveur d'une diffusion sociale de la logique en dehors de l'académie, on va dire. Ensuite, l'inoffensivité, la neutralité de la logique et son rejet. Alors, non seulement parce qu'à cause des excès de la logique, qui serait un péché d'orgueil et qui serait néfaste à une interprétation, on va dire, orthodoxe des mystères, par exemple, mais aussi parce que la logique, ça c'est ce qu'avait rappelé Charles Mencken et Daniel De Smet, mais aussi parce que la logique pourrait être entachée de son association avec l'ontologie aristotélicienne. Donc en fait, l'opération d'harmonie néoplatonicienne de Platon et d'Aristote ou de neutralisation de la logique, cette opération qui avait été faite par Porphyre et qui avait introduit la logique aristotélicienne dans le cursus des études, pourrait n'être pas toujours réussie ou n'être pas toujours irréversible. Ensuite, bien sûr, le thème de la logique hors de la logique, usage, application, indépendance, inventivité, ça je l'avais déjà évoqué dans mon introduction. La question de rôle de la logique dans la caractérisation de la logique de la théologie, donc par exemple l'opposition entre une logique scolastique et puis alors une logique, alors on ne peut plus rien dire, ni mystique, ni spirituelle, on va dire une théologie fondée sur l'exégèse. Bon, je ne sais pas plus quoi dire, puisqu'on ne peut plus dire ni mystique ni spirituel. L'existence de logiques alternatives, donc de rationalité réflexive qui serait alternative à la logique aristotélicienne. Donc on connaît déjà des exemples latins dans la théologie, donc, par exemple avec ce livre de Thierry Le Sieur, Devenir fou pour être sage, construction d'une raison chrétienne à l'aube de la réforme grégorienne. Donc c'est cette idée qu'on peut trouver des formes de logique alternative dans des formes alternatives de théologie, enfin alternatives à la théologie scolastique, mais préexistantes à elle, bien évidemment, mais dont Daniel De Smet nous a donné aussi des exemples dans le domaine arabe avec la théologie mutazalite, mais aussi des exemples juridiques. Il faudrait aussi mentionner tous ces produits paradoxaux qu'on trouve, je pense, un peu partout, qui sont les réfutations auto-réfutationnelles de la logique censées la battre sur son propre terrain et qui sont truffées de syllogismes et de raisonnements sophistiques très bien affûtés et donc qui démontrent exactement tout le contraire de ce qu'ils sont en train de dire. Des tentatives qui démontrent qu'en dépit des rejets des uns et des autres, même des anti-dialecticiens, encore une catégorie à laquelle il va falloir renoncer, la logique était de toute façon incontournable. Donc je m'arrête sur ces bonnes paroles d'un point de vue philosophique et historique, et ces bonnes paroles donc, sur l'impossibilité d'échapper à la logique, qui j'espère inspireront d'autres collègues qui sont spécialistes d'autres domaines et qui ne sont pas encore historiens de la logique à le devenir. Je terminerai donc par quelques considérations programmatiques. Donc, outre les deux instruments que j'avais évoqués en introduction, donc une histoire de la logique par les best-sellers, avec une anthologie de textes sur la philosophie de la logique de tous les best-sellers de l'histoire de la logique, bon, pour le domaine européen et latin déjà pour commencer, et une histoire des histoires de la logique. Nous prévoyons, à l'issue du prochain atelier qui sera organisé en 2019, la publication d'un ouvrage collectif qui, à mon avis, gagnerait beaucoup à être organisé par thème, plutôt que par ère culturelle et par époque. Donc, pour terminer, je souhaiterais remercier encore une fois Alain de Libera et Antonella Romano qui m'ont soutenu dans ce projet depuis déjà 2 ans, et également Madame Sophie Grancy-Rodriguez qui a été vraiment parfaite dans l'organisation. Je voudrais bien sûr remercier mes collègues, en particulier
tous ceux qui, historiens de la logique, ont accepté d'essayer de jouer le jeu de l'histoire sociale. Et aussi, surtout, un grand merci à ceux venus d'autres disciplines qui ont bien voulu considérer la question logique et faire une relecture de leurs sources et de leurs objets. Voilà, j'en ai fini et merci beaucoup.